Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Prisca Thévenot, qui est ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Prisca Thévenot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous allons partir tout de suite pour Bruxelles. Emmanuel Macron est à Bruxelles aujourd'hui, sommet européen, rencontre avec Ursula von der Leyen. C'est prévu, hein, cette rencontre. Oui, tout à fait. C'est prévu. Évidemment, ils vont parler tous deux du Mercosur, de ce fameux accord. Enfin, il n'y a pas encore accord entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. 4 pays qui sont concernés, je le rappelle, hein, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. La France souhaite-t-elle, Prisca Thévenot, renégocier l'accord pour lui insérer des clauses environnementales et sociales ? La France souhaite en effet continuer avec la voix forte et déterminée du président de la République Emmanuel Macron, continuer à défendre l'exception agricole française. Et pour cela, effectivement, nous devons être capables de dire que nous ne pouvons pas accepter des normes qui viendraient s'imposer à nous alors qu'elles ne correspondent pas à nos ambitions environnementales et sanitaires. Et en l'état, le traité du Mercosur, ça a été rappelé par le président de la République, ça a été rappelé par le Premier ministre, mais également, si je ne m'abuse, par mon collègue Marc Fesneau à votre micro, ne permettent pas de garantir tout cela. Donc l'enjeu, c'est de continuer à travailler, et je dois le dire aussi assez simplement, c'est que jusqu'à présent, on en parlait très peu, mais c'est vrai que l'un des seuls qui s'est levé, qui a exprimé sa voix de façon extrêmement claire et déterminée, c'est le président de la République Emmanuel Macron. Et donc ça aussi, nous devons pouvoir le reconnaître. C'était pas toujours évident de se lever autour d'une table et de dire « je ne suis pas d'accord avec les conditions en l'état ». Il y a 3-4 pays en Europe qui suivent la France aujourd'hui. L'Autriche, l'Irlande par exemple, sont des pays, même les Pays-Bas, qui se posent des questions sur cet accord. Il y a d'autres pays qui poussent cet accord. L'Allemagne, l'Espagne, qui poussent l'accord Mercosur. Mais je vous repose la question. Est-ce que la France pourrait renégocier l'accord pour lui insérer, accepterait de renégocier l'accord pour lui insérer des clauses environnementales et sociales ? Exactement, les termes de renégociation, je ne les ai pas dans le détail, et je ne vais pas commencer. C'est ce qui se joue, ce qui se joue, parce que la France peut-elle jusqu'au bout dire non à tout le reste de l'Europe? Il ne s'agit pas de dire un non borné et buté. Il s'agit de défendre, encore une fois, et je pense qu'il y a une belle différence, notre particularité et notre exception agricole. Maintenant, soyons clairs aussi, nous ne sommes pas une île au milieu de l'océan, nous avons besoin de partenaires stratégiques, mais je dis bien de partenaires stratégiques. Et donc, il faut que nous soyons dans une démarche d'égal à égal et que nous ne mettions pas en danger ces femmes et ces hommes qui nous nourrissent au quotidien et qui permettent de faire vivre cette fierté française. Donc encore une fois, tout doit pouvoir être regardé sans renier nos ambitions environnementales et sanitaires. Prisca Thévenot, mais est-ce que la France, au bout du compte, s'il n'y a pas d'évolution, est-ce que la France continuera à dire non? Jean-Jacques Bourdin, je veux bien qu'on fasse ici du débat science-fiction. Non, mais on va se le dire aussi. C'est pas science-fiction, Prisca Thévenot. Laissons les dialogues. Parce que vous savez bien que dans l'esprit de beaucoup, il y a doute. Mais bien sûr, je l'entends. Sur la position française. Beaucoup disent, à la fin, au bout, le président de la République et la France cédera et la France ratifiera le Mercosur. Je vais le dire vraiment très simplement, il n'y a aucun doute à avoir sur la volonté qui est celle du président de la République de continuer à défendre l'exception agricole française. Et pour prouver cela, je dois le dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous en parlons beaucoup dans les médias, mais nous avons beaucoup agi depuis 2017. Effectivement, dans un silence médiatique assourdissant, mais nous avons beaucoup agi sur ce sujet. Ça fait 20 ans qu'on parle de ces accords Mercosur. Il y a 20 ans, voilà. Par contre, en revanche, nous, on est aux responsabilités depuis 2017, et depuis 2017, nous agissons pour cette exception agricole française. Avant 2017, la loi qui prévalait, c'était la loi LME, qui donnait les pleins pouvoirs à la grande distribution. Nous avons mis fin à cette concurrence absolument déloyale à l'endroit de nos agriculteurs avec les lois Egalim. Nous avons aussi mis en place l'assurance récolte qui permet de se prémunir contre les aléas climatiques. Tout ça, c'est du concret, c'est du réel, pour justement dire aux personnes qui nous écoutent de ne pas douter. Le président de la République continuera à faire ce qu'il fait depuis 2017, c'est-à-dire défendre les intérêts des Français et donc forcément des agriculteurs. Alors, les importations ukrainiennes, la Commission européenne met en place des mesures de sauvegarde en cas de perturbation importante du marché européen. C'est-à-dire qu'on va continuer à importer,
d'Ukraine. Hein, mais si le marché européen est perturbé par ces importations, on dit stop. C'est ce qu'a proposé la Commission européenne. Et apparemment, ça va bien à la France. Autre chose, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, nous disait hier matin qu'il allait se battre pour les obligations de jachère. 4% des terres arables. Ça, c'est dans la PAC. La dernière PAC. Alors, la Commission européenne ne propose qu'une dérogation partielle. Là encore, dérogation partielle. Vous savez ce que ça veut dire, dérogation partielle. Ça veut dire qu'on continue à avoir ces 4% de jachère. On peut s'en passer à condition de cultiver 7% de plantes qui fixent l'azote. C'est un peu compliqué tout ça. Hein, mais non, c'est très simple en réalité. Là encore, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que oui, nous faisons en sorte de faire évoluer un certain nombre de normes, de directives, qui soit étaient absurdes dans leur mise en norme, dans une mise en forme les unes à côté des autres, soit n'étaient pas respectueux de la capacité pour nos agriculteurs à faire face aux aléas aujourd'hui environnementaux. Ce sont des aménagements provisoires. Des aménagements provisoires. Est-ce que vous pensez que cela répond à la colère des agriculteurs? Des aménagements provisoires. Déjà, rappelons qu'au-delà d'aménagements provisoires, etc., ce sont des demandes qui sont exprimées par nos agriculteurs. Et vous le dites de façon très claire, alors avec un angle qui est différent, mais ça approche, ça avance, on y travaille. Et c'est ça qui est aujourd'hui important. C'est pas simplement d'être dans la joucte de mots, mais dans le concret. Nous sommes face à des hommes, des femmes qui travaillent au quotidien, leur terrain, auprès de leurs bêtes, et qui n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire alors tel ou tel mot, qui ont besoin de savoir concrètement si demain leurs demandes seront effectivement mais il était facile d'interdire les obligations de jachère en 2024. C'était facile. Mais on peut toujours, je vous le dis franchement, on peut toujours s'amuser. C'était bien le cas l'année précédente. Non, me dites pas non. Je vous dis qu'il y a une demande qui est exprimée. Oui. Nous avançons en conformité au regard des demandes qui nous sont exprimées. Et ces demandes, elles sont claires, les réponses, elles aussi le sont, et elles avancent depuis la semaine dernière, elles avancent encore cette semaine, et elles continueront à avancer notamment aujourd'hui, puisque là il est 8h42, mais d'ici quelques minutes, effectivement, les réunions vont commencer au niveau de Bruxelles. Pourquoi importe-t-on encore des produits qui ne seraient pas commercialisables s'ils étaient français? Ça, c'est une question de base, simple, toute simple. Et la réponse doit être aussi toute simple, c'est-à-dire que nous devons simplifier un certain nombre de normes. Nous commençons à le faire au niveau français, mais nous devons aussi le faire au niveau européen. Et là, je ne suis pas encore en train de vous apprendre quelque chose parce que je vous écoute et je crois que mon collègue à nouveau, Marc Fesneau, vous l'a rappelé hier au micro. Nous devons continuer à aller sur cela. On doit pouvoir tout regarder. Tout regarder. Il ne doit pas y avoir de tabou, il ne doit pas y avoir de totem. Nous devons continuer à défendre notre exception agricole française. Et c'est vrai, on doit pouvoir faire notre examen de conscience tous ensemble sur il y a pu y avoir trop de normes qui ont, au lieu de libérer et protéger, ont étouffé. C'est une réalité. Bien, Prisca Thévenot, 91 personnes interpellées à Rungis hier. Il y a encore des gardes à vue ? Alors je ne sais pas si il y a encore des gardes à vue à cette heure-là, mais effectivement hier il y a eu 91 personnes interpellées hier soir parce qu'elles ont franchi une ligne rouge, c'est celle de rentrer dans des bâtiments privés et de procéder à des dégradations. Ce n'est pas revendiqué. Bien. Hier à l'Assemblée nationale, vous disiez à propos de la situation des agriculteurs, non, ce n'est pas la faute de l'Europe, non, ce n'est pas la faute du gouvernement, ni même des autres gouvernements. À qui la faute ? Et justement, en fait, vous savez, justement, je vais vous le dire. Est-ce que aujourd'hui, face à la situation dans laquelle on est, notre enjeu est de perdre du temps à trouver des coupables ou plutôt de trouver des solutions ? Nous devons fondamentalement être dans l'action. Et dans l'action, ça veut dire trouver des solutions. Sinon, je pourrais ici m'asseoir en long, en large et en travers et dire c'était la faute à l'époque de la gauche, c'était la faute à l'époque de la droite. Non. Ça n'intéresse personne. Ça ne fait pas avancer les problématiques de ces femmes et ces hommes au quotidien. Donc moi, je le dis encore ici, je le disais hier effectivement dans l'hémicycle à l'occasion de la séance de questions au gouvernement. Trouvons aujourd'hui les forces en nous pour nous réunir avec toutes les forces en présence dans l'hémicycle pour travailler à répondre à nos agriculteurs. Il y aura de nouvelles annonces de Gabriel Attal ? Il y aura de nouvelles annonces parce qu'il y a encore, j'ai pas de date et de calendrier précis et loin de moi l'idée de. Il y aura de nouvelles annonces. Il y aura de nouvelles annonces. On doit continuer à simplifier. Mais ce que je dois aussi rappeler, pardonnez-moi, ce que je dois aussi rappeler, non pas simplement pour nous deux, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est que effectivement il y a un travail très fort qui est fait au niveau européen, il y a un travail très fort qui est fait au niveau national, mais il y a aussi un travail très profond qui est fait sur les territoires.
parce que les demandes dans l'Eure ne sont pas les mêmes que dans l'Ariège, et on doit pouvoir aussi le regarder précisément. Les domaines d'activité sont pas les mêmes, les difficultés locales ne sont pas les mêmes, et donc il y a un travail qui est fait avec les préfets, l'ensemble des députés, des élus locaux et bien évidemment, des agriculteurs. La grève des enseignants aujourd'hui, combien de grévistes? Vous avez des chiffres déjà? J'ai pas les chiffres, et pour être très honnête avec vous, j'étais aussi ce matin moi en train de me demander pour mes enfants, parce que j'ai 2 enfants scolarisés, et donc voilà. Il y a une grève aujourd'hui qui est annoncée depuis de longue date. Soyons aussi honnêtes sur le sujet. Maintenant, qui a été amplifié ces derniers temps. Qui a été amplifié ces derniers temps. Je pense qu'il n'est pas question de venir minimiser, mais non pas non plus d'envenimer. Il faut pouvoir entendre les revendications qui sont exprimées, mais aussi regarder ce qui a été fait au cours des dernières années. Question, les enseignants seront-ils mieux payés? Les enseignants sont déjà mieux payés depuis la rentrée. Mieux payés, mais seront-ils encore mieux payés? Il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on continue à travailler sur différents domaines. Seront-ils encore mieux payés? Alors, je continue. Oui. Parce que plutôt que de dire est-ce qu'ils seront mieux payés, ils le sont déjà. Oui. Mais on doit pouvoir continuer à travailler sur cela. On doit pouvoir continuer à travailler sur l'attractivité du métier d'enseignant. Donc il y aura encore des efforts du gouvernement sur la question salariale. Exactement quand et combien, je ne sais pas. Mais il y aura. Il devrait. Il devrait. La réforme de la formation des enseignants. Quand? Oui. Quand? Je n'ai pas les dates bien précises sur ça, mais en fait, plutôt que de se dire, je pense qu'il est aussi important de rappeler... Elle a été annoncée, hein. Non, mais je le sais, mais encore une fois, pour savoir où on va, il faut se rappeler d'où on vient. Oui. On vient d'un moment où effectivement nos enseignants ne gagnaient pas bien leur vie. Que commencer une carrière d'enseignant, c'était en général en début de carrière à 1 700 € net par mois. Nous avons fait évoluer cela dès la rentrée dernière. Nous avons fait aussi évoluer la qualité du travail de nos enseignants, en réexpliquant que oui, l'autorité au sein d'un établissement scolaire, c'était l'autorité du professeur et uniquement du professeur. Ça peut paraître simple et basique comme ça, c'est fondamental et essentiel pour de nombreux enseignants. Donc nous avons fait un certain nombre d'avancées extrêmement importantes, et est-ce que nous allons continuer? Oui, nous devons continuer, mais regardez aussi l'entièreté des sujets plutôt que de faire simplement de grandes annonces. De nombreux enseignants sont en grève, aussi en réaction aux propos d'Amélie Oudéa-Castéra. Je rappelle simplement, elle a menti en affirmant avoir mis ses enfants dans le privé à cause des absences non remplacées dans le public. Elle s'est excusée. Non-respect de Parcoursup pour l'un de ses enfants. Elle a demandé au gouvernement, ça c'est récent, de placer sous contrat une école privée contre l'avis de l'Éducation nationale. Scolarisation de ses enfants dans des classes non mixtes. Une ministre de l'Éducation nationale peut-elle scolariser ses enfants dans des classes non mixtes? Je vous pose franchement la question. Vous me posez franchement la question, et en fait, la question que vous me posez, c'est celle non pas à la porte-parole que je suis, mais peut-être à la maman. À la maman. Est-ce que vous le feriez? Parce que là, en fait, les choix dont vous me parlez, dont vous faites état, sont des choix non pas de la ministre de l'Éducation nationale, mais de la mère de famille. Mais elle est aussi ministre. Vous savez... on est aussi ministre, mais on est aussi mère de famille. Donc je suis pas en train de venir expliquer, excuser. Je suis aussi en train de rappeler que, effectivement, elle a fait des choix en tant que mère de famille. Je ne suis pas là pour juger ses choix. Mais vous le feriez? Non, je le fais pas, puisque mes enfants sont scolarisés dans le public, dans des classes donc mixtes. Et que j'ai fait toute ma scolarité moi-même dans des classes mixtes. Donc encore, moi, le sujet que j'ai, c'est pour interroger ses choix en tant que maman. Le mieux, ce n'est pas de demander au porte-parole du gouvernement de venir les expliquer, mais c'est de lui demander. Parce que ce sont ses choix en tant que maman. Oui, mais pour le reste, en tant que ministre, quand même, Prisca Thévenot, vous pouvez pas éluder la question en tant que ministre. En tant que ministre, sera-t-elle crédible? Et crédible, je répète le mot, crédible sur le remplacement des enseignants, sur l'égalité filles-garçons, sur la mixité? Franchement. Mais peut-être, l'enjeu, c'est peut-être aussi de l'interroger sur ces sujets-là. Oui. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est qu'on l'interroge sur ses choix en tant que maman, qui peuvent être bien évidemment questionnés. J'ai pas d'enjeu dessus. Mais je dis, il serait peut-être temps de parler des sujets de l'éducation nationale. Et ensuite, chacun pourra se faire son avis. Mais pour le moment, depuis 10 jours, on parle de ses choix personnels. Je pense que l'enjeu, c'est de parler aussi de sa capacité à faire avancer, bouger les choses. Vous savez bien que l'action du Premier ministre, qui était ministre de l'Éducation nationale, est plombée par ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines. Vous le savez bien. D'ailleurs, est-il vrai qu'il a demandé sa démission ?
Est-il vrai qu'il voulait s'en séparer ? Alors, je n'ai pas cette information. Et je ne vais pas commencer à inventer ici, donc je n'ai pas cette information. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que non, l'action, moi je le dis, non, l'action de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale n'est pas plombée, puisque toutes les avancées qu'il a permises dès l'instant où il a été nommé au ministère de l'Éducation nationale, qui s'inscrivent dans la durée et dans la continuité de ce qui avait été fait par ses prédécesseurs avant lui aussi, sont des réalités de terrain aujourd'hui. Quand on parle de la revalorisation des salaires, quand on parle du choc des savoirs, mais ça se poursuit et ça continue et c'est effectif. À propos, quand est-ce que nous connaîtrons la fin de la composition du gouvernement, Prisca ? Je vais vous faire la même réponse qu'à tous, bientôt. Non, mais arrêtez, pardon, mais on a le droit de rigoler, il est 8h50. Oui. Alors, rigoler, mais... non, mais je n'ai pas la maîtrise de sérieuse, cette... un moment là. Blague à part. Oui. Je n'ai pas la maîtrise de cette information. Pas de ministre de la Santé, pas de ministre des Transports, pas de ministre du Logement. Alors attendez, déjà, on ne peut pas dire qu'il y a des sujets... Non mais là, pour le coup, 2 secondes. Oui. Il n'y a pas de sujet en souffrance. Il n'y a pas de sujet en souffrance. Tous les sujets sont effectivement mis sous des gros ministères, mais ça ne veut pas dire que les sujets n'avancent pas. Vous me parlez là juste à l'instant du logement. Oui. Le logement, sauf erreur de ma part, la semaine dernière, l'Assemblée nationale s'est mobilisée pour travailler et faire voter une loi sur la fin des passoires thermiques, sur la capacité de, effectivement, travailler sur les copropriétés dégradées, pour permettre aux élus locaux qui sont ces acteurs du quotidien de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Vous n'avez pas répondu. Donc, si, je vous réponds. La composition. Non, mais je vous réponds sur un sujet qui préoccupe sûrement, à très juste titre, ceux qui nous écoutent. Oui, les sujets sont travaillés et ils le sont. Je vous donnais l'exemple, par exemple, sur le logement. Pour le reste, oui, d'autres collègues vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre très prochainement. Je n'ai pas cette date parce que ça n'a échappé à personne que je suis ni présidente de la République, ni première ministre. Vous savez bien qu'il y a une limite. Oui, et on en parlait juste avant. La limite, c'est le 11 février. Il y a une limite aussi parce qu'effectivement, il y a des députés, il y a des suppléants. Donc ce sera la semaine prochaine. Ça sera bientôt. Non, mais... Ça ne sera pas aujourd'hui. Non, ce ne sera pas aujourd'hui, mais ce sera la semaine prochaine. Non, mais je ne vais pas inventer. Je vais pas inventer une date. On pourrait parler pendant 5 minutes. Je ne vais pas inventer une date. Oui, je ne vais pas m'attarder. J'ai écouté le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale mardi. Alors, j'ai compris que les fonctionnaires seraient payés en partie au mérite. Hein, c'est ce que j'ai compris. Vous aussi, j'imagine. Et deuxième question, est-il vrai que le gouvernement prépare la fin des catégories de fonctionnaires ? Alors, il y a une réforme de la fonction publique qui est portée, qui est travaillée par Stanislas Guerini. Oui. Avec la fin des catégories. Alors, je n'ai pas le sujet précis de la fin des catégories, mais il y a une grosse réforme. Avec la fin des catégories. Oui, Jean-Jacques Bourdin, je vous le dis, je n'ai pas le détail sur ce principe-là. Je m'engage à regarder et à revenir vers vous pour que vous puissiez effectivement communiquer sur cette information très rapidement. Très rapidement. Vous parliez de logement, la loi SRU, les logements intermédiaires dans les 25% obligatoires de logements sociaux. Vous savez, sur toutes les annonces qui ont été faites par le Premier ministre lors de son discours de politique générale sur le logement, ce sont des mesures de bon sens et des mesures qui ont été énormément remontées par les élus locaux, qui gèrent ces sujets au quotidien. Logement intermédiaire dans les 25% de logements. Donc on doit faire évoluer ce sujet. On doit aussi permettre de donner plus de marge de manœuvre aux maires qui effectivement sont souvent à la peine sur ces sujets, alors que ce sont les premières personnes qu'on va voir quand on a un problème de logement. Et donc nous devons donner de la souplesse et de la facilité sur ces sujets-là, mais également permettre de la mobilité au sein du parc social. Les patients qui n'honoreront pas leur rendez-vous chez le médecin paieront donc combien ? Ça, il faut le voir, mais alors les annonces ont été faites. Maintenant, il faut pouvoir travailler effectivement à la mise en place de ces annonces et les modalités d'exécution de ces annonces. Mais encore une fois, là, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais oui, mais combien ? Mais je n'ai pas le détail. Prix de la consultation. C'est ce que je viens de vous dire. Le cap est donné. Les modalités maintenant doivent être travaillées. Bon. Sur les fonctionnaires, vous ne savez pas. Sur arrêtez, je viens de vous répondre. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose. Catégories, vous ne savez pas. Je viens de vous répondre. Vous ne saviez pas. Je viens de vous. Attendez, qu'on soit clair. Oui. Quand je préfère vous dire que je reviens vers vous sur ce sujet bien précis, plutôt que d'être sur une approximation qui sert à rien, à part nous faire plaisir nous deux à nous répondre à des questions. Non, c'est pas nous faire plaisir, c'est faire plaisir à celles et ceux qui écoutent. C'est pas et nous. ils ont besoin de savoir. Encore plus aujourd'hui. Vous savez, combien ils vont payer chez le médecin ? Combien ils vont payer ? Attendez, vous me parlez des fonctionnaires, après vous me parlez des médecins, Jean-Jacques Bourdin. Le fonctionnaire a besoin de savoir si les catégories sont supprimées. Et vous avez raison. Et ils ont d'autant plus besoin de savoir dans quel. Surtout que c'est. Et vous savez très bien. Je vais finir ma phrase. Vous savez très bien que c'est en cours.
Vous savez très bien que la suppression, vous savez très bien que c'est en cours. Me posez pas de questions si vous pensez avoir les réponses. Parce que j'ai envie d'avoir la confirmation. Je vous le dis d'autant plus. Non, mais je vous le dis d'autant plus que oui, les personnes qui nous écoutent ont besoin de savoir, mais ont besoin d'avoir une information précise et exacte. D'autant plus à l'endroit où nous avons en ce moment énormément de fake news, de mauvaises informations qui circulent et qui nuisent à la capacité de pouvoir se faire un avis éclairé. Alors j'ai une dernière question. Plusieurs familles de victimes des massacres du Hamas le 7 octobre ont demandé au président de la République d'interdire aux représentants de LFI, la France Insoumise, de prendre part à l'hommage national du mercredi 7 février, le mercredi prochain. Seront-ils interdits ? La question c'est, est-ce que eux vont-ils avoir l'audace de venir ? Mais s'ils viennent ? Ce sont des élus, ce sont des représentants, ce sont des élus et des représentants. Peuvent venir, mais encore une fois, je pense que la question est plutôt dans l'autre sens. Je pense que chacun, vous savez, quand on est des responsables politiques, avant d'être des politiques, on est des responsables. Sont-ils en responsabilité ? Sont-ils... Vous ne comprendriez pas qu'ils viennent ? Moi, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas qu'ils aient l'audace de venir. Je le dis franchement. Après, peuvent-ils expliquer pourquoi ils ont envie de venir, mais je ne comprendrais pas. Bien. Merci Prisca Thévenot d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300.